Lundi 19 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le 6h30, le tout premier point d'information de la journée. Au terme de la visite officielle qu'il a effectuée au Vatican, le président de la République est arrivé à New York dans la soirée du samedi 17 septembre. Alassane Ouattara prendra part à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une session au cours de laquelle le président de la République va prononcer une allocution à la tribune des Nations unies et ça sera pour le mercredi prochain. Une adresse dans laquelle il présentera la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement de notre pays en faveur des thématiques importantes, notamment la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques. Le président Alassane Ouattara aura également un entretien avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et prendre part en compagnie de la première dame à la réception offerte par son homologue américain Joe Biden et son épouse, en l'honneur des chefs de délégation et leurs épouses. L'Assemblée générale des Nations unies sera marquée par un débat général. Les discussions s'ouvriront demain, mardi, et se poursuivront jusqu'au 26 septembre prochain. Retour sur l'agenda présidentiel avec les précisions d'Awa Touré. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies a débuté au siège de l'organisation à New York le 13 septembre 2022, après 2 ans de perturbation du calendrier onusien provoqué par la pandémie de Covid-19. Le thème retenu cette année, un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués. Ainsi, du 19 au 26 septembre, une semaine de haut niveau va réunir les chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour ces dirigeants de présenter leurs priorités et d'échanger sur les grands enjeux du moment. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, va prononcer le mercredi 21 septembre une allocution à la tribune des Nations unies dans laquelle il va partager la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation du monde et son engagement en faveur notamment de la sécurité internationale, les droits de l'homme, les changements climatiques et l'accès à l'éducation. L'éducation qui, justement, est au centre d'un sommet en vue de mobiliser les décideurs et responsables politiques et concevoir une plateforme d'initiatives qui peuvent contribuer à transformer cet important secteur. Un autre événement marquant la Semaine des objectifs mondiaux impliquant les partenaires de la société civile, des entreprises, des universités et le système des Nations unies pour recentrer l'attention et accélérer l'action des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU. Cet événement inclut la Semaine du climat de New York, le Forum du secteur privé des Nations unies et le lancement du projet d'action climatique. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part à la 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, placée sous la présidence du président américain Joe Biden. Dans une interview accordée à France 24 et Radio France Internationale, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, s'est prononcé sur la situation des 46 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako, au Mali. Antonio Guterres a déclaré que ces derniers ne sont pas des mercenaires. Il a demandé par ailleurs aux autorités maliennes de régler au plus vite la situation. L'éclairage d'Alexis Ouedraogo. Il y a une crise diplomatique. Lorsque le journaliste lui pose la question de savoir si les soldats ivoiriens retenus à Bamako sont des mercenaires, la réponse du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est sans embâge. Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Après la libération des 3 femmes soldats du groupe, ces derniers jours, la tension est montée d'un cran entre Bamako et Abidjan, suite aux conditions posées par la junte de libérer les 46 autres soldats contre extradition de certaines personnalités politiques maliennes en exil à Abidjan.
Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a vite dénoncé une prise d'otages et exigé la libération sans délai des militaires détenus, annonçant lors du dernier Conseil national de sécurité la saisie de la commission de la CEDEAO en vue d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale. Cette sortie du secrétaire général de l'ONU vient définitivement éclaircir le statut des soldats ivoiriens encore détenus à Bamako. On reste aux États-Unis pour évoquer cette fois-ci le sommet sur la transformation de l'éducation qui se tient au siège des Nations Unies à New York. La seconde journée a été consacrée à la recherche de solutions pour atteindre des objectifs. La ministre Mariatou Koné a pris part à un débat organisé par la Côte d'Ivoire, par le Maroc et l'UNESCO. Elle a aussi participé à un panel sur la transformation de l'éducation. Les détails avec notre envoyé spécial, Michel Digré. La Côte d'Ivoire, le Maroc et l'UNESCO sont à l'initiative de cette table ronde en marge des travaux du sommet sur la transformation de l'éducation. Elle réunit plusieurs ministres de l'Éducation nationale qui ont partagé leurs expériences sur les réformes entreprises dans leurs pays respectifs et c'est le ministre Lionel Bilgo du Burkina Faso qui engage les débats. Les assises nationales organisées en novembre 2021 nous ont permis de savoir à quel point notre système éducatif avait créé autant d'injustices et avait laissé des milliers de personnes sur le bas-côté du chemin qui mène à l'école. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des parents d'élèves illettrés et analphabètes qui se sont sentis marginalisés, complexés et ne pas être inclus dans un système éducatif, donc ils avaient délaissé leurs enfants. Et en disant aux parents que vous ayez eu une éducation ou non, vous êtes acteur du système éducatif, vous êtes garant de la discipline de votre enfant à l'école, vous êtes aussi en droit de demander des comptes au système éducatif dans son intégralité parce que votre parole compte pour nous. La ministre Mariatou Koné a présenté les initiatives prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour rendre le système éducatif ivoirien performant. Alors vous avez bien compris que notre démarche prend en compte à la fois l'individu, l'élève, l'enseignant, les lieux d'apprentissage, l'environnement socio-culturel immédiat, la communauté. Et pour nous, c'est vraiment une co-construction qui intègre le suivi, évaluation, la mesure dont on a parlé tout à l'heure, la redevabilité et la reddition. Et tout cela ne peut se faire sans conjuguer des partenariats. C'est la synergie avec l'UNESCO qui nous a permis d'avoir un produit que nous pouvons vendre aujourd'hui parce que désormais on parle des États généraux de l'éducation nationale comme modèle et c'est à partir de la conjugaison de ces efforts-là. Mariatou Koné a également pris part à un second panel organisé par la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. Son intervention a porté sur le thème « Transformer l'éducation, les enjeux internationaux aux expériences nationales ». En Côte d'Ivoire, pour parler maintenant de développement, il y a un peu plus d'un an, les travaux du port sec de Fer-Kessédougou étaient officiellement lancés. L'objectif de ce projet est de créer un pôle économique de développement au nord de la Côte d'Ivoire. D'un coût global de 255 milliards de francs CFA, ils auront permis la création de 71 000 emplois. Un chantier visité le week-end dernier par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il y était en sa qualité de président du conseil régional du Tchologo. Il était accompagné du ministre des Transports Amadou Koné. Les détails avec Kader Sogodogo. Port sec de Fer-Kessédougou, 732 hectares, environ 300 milliards de francs CFA d'investissement. C'est pour s'imprégner de l'état d'avancement du projet que le ministre Amadou Koné est sur le site en compagnie du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Dans sa phase de construction, le projet est scindé en deux. Lot 1, des travaux d'aménagement du site avec construction de la plateforme multimodale et du dépôt d'hydrocarbures. Lot 2, la construction du marché à bétail et de l'abattoir. Des personnes ont été affectées par la réalisation du projet. Leur réinstallation est en cours de finition. On parle ici de 200 villas, une école primaire, un centre de santé avec infirmerie et maternité, un foyer polyvalent, de l'eau et la fourniture d'électricité.
les choses semblent aller dans le bon sens. 4 villages qui sont concernés, qui ont accepté donc de fournir les terres nécessaires pour que ce projet se réalise. Sur l'ensemble des projets, notamment la mise en place de la base vie, nous sommes à plus de 90%. Sur la réalisation de la plateforme elle-même, les travaux vont commencer bientôt. La région du Tchologo ne cessera jamais de remercier Alassane Ouattara. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais, au nom de toutes les populations du Tchologo, dire au président de la République que notre joie est grande et notre reconnaissance est infinie à son endroit pour avoir posé cet acte majeur. Je voudrais aussi remercier et féliciter le ministre des Transports pour son leadership. À environ 600 km d'Abidjan, 600 km de Ouagadougou et 600 km de Bamako est desservi par le réseau ferroviaire et la route. Le port sec de Fès-Késédougou va réduire et optimiser les circuits d'approvisionnement. Il sera opérationnel dans moins de 2 ans. Autre chose à présent, la première édition du prix Marie-Laure d'Ivoire vient d'être lancée. Il va récompenser le mérite des Ivoiriens de l'extérieur, des Ivoiriens qui excellent dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est une initiative de la société Curbridge International et de la consoeur Marie-Laure Ungoran. Plus de détails avec ce reportage de Patricia Omouitia. Le prix Marie-Laure d'Ivoire va promouvoir les actions réalisées par les diasporas ivoiriennes dans leurs pays de résidence respectifs. Le but est de célébrer les valeurs du travail, de l'amour et de la solidarité. Pour le représentant du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, ce prix rentre dans le cadre du programme national de développement à l'endroit de la diaspora. Selon la promotrice, la santé des Ivoiriens est un véritable enjeu sociétal et économique. C'est pourquoi, avec la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes, ce prix est une opportunité pour célébrer les compatriotes qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'agit d'or parce qu'il s'agit des Ivoiriens qui excellent, comme je l'ai dit, dans leur domaine d'activité. Donc, ce sont des personnes en or qui sont des ambassadeurs pour notre pays à l'étranger. On veut leur donner une plateforme, une tribune de retrouvailles afin de communier et surtout avoir des nouvelles de leur pays, des opportunités d'investissement, connaître les richesses culturelles, touristiques de leur pays. Cette mutuelle est la seule mutuelle des familles des Ivoiriens de l'étranger. En même temps, les diasporas ne sont jamais reconnus, ils ne sont jamais remerciés. On va les remercier à travers un prix d'honneur exceptionnel qu'on va leur remettre à l'UNESCO. La directrice de Côte d'Ivoire Tourisme a fait savoir que promouvoir son pays est aussi une marque de distinction. Il est important pour nous de travailler avec les Marie-Laure d'Ivoire et la mutuelle, faire en sorte que ce soit une opportunité pour l'Office et aussi une opportunité pour la diaspora, une porte d'entrée en termes d'investissement touristique sur la Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise de trophée Marie-Laure d'Ivoire aura lieu le 10 décembre prochain à Paris, cérémonie au cours de laquelle plusieurs entrepreneurs seront primés dans les domaines culturels, scientifiques, touristiques, sportifs, du développement et de l'intégration. Dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, le conseiller du contesté Roi Zulu a été tué dans la nuit de samedi à dimanche. Dumisani Kumalo revenait de la danse des roseaux quand il a été criblé de balles devant chez lui par plusieurs hommes armés. Quelques semaines plus tôt, les opposants du roi des Zoulous avaient prédit un bain de sang si cette fête traditionnelle célébrant la virginité des jeunes femmes devait se tenir. Les responsables provinciaux de l'ANC, le parti au pouvoir, ont dénoncé un acte de lâcheté. Ils déplorent la mort d'un pilier de la famille royale. Hors du continent africain, la période de deuil national touche à sa fin au Royaume-Uni. La reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans, sera inhumée ce lundi en fin d'après-midi. Mais ce matin, le public avait encore le temps de se recueillir devant le cercueil de la monarque à Westminster Hall, la plus ancienne salle du Parlement britannique. Hier dimanche également, plusieurs milliers de Britanniques continuaient de faire la queue pour lui rendre un dernier hommage. Merci de nous avoir suivis. Ce point d'information est terminé. Restez sur RTI1.